Naturellement, tous ces cas sont pour la plupart identiques puisqu'ils peuvent se ramener à la distraction, à l'absence ou à un affect de peur. Toutefois, ils étaient si nettement distincts les uns des autres dans la mémoire de la malade que lorsqu'il lui arrivait de confondre l'ordre des incidents, il fallait le rétablir exactement, sinon elle ne poursuivait pas son récit. La précision de ces dires et leur manque d'intérêt, leur insignifiance, ne permettaient pas de penser qu'ils fussent inventés. Beaucoup d'entre eux échappaient à la vérification en tant que phénomène intérieur. L'entourage de la malade avait gardé le souvenir d'autres incidents ou des circonstances qui les avaient entourés. Il arriva ici ce qui s'observait chaque fois, qu'un symptôme se trouvait éliminé au moyen de la parole. Son intensité s'accroissait pendant le récit. C'est ainsi que, pendant l'analyse de sa surdité, elle devenait si sourde que j'étais obligé de me faire en partie comprendre d'elle par écrit. Ce qui avait provoqué le symptôme considéré était toujours une frayeur ressentie pendant qu'elle soignait son père, un oubli de sa part, etc. Le souvenir ne surgissait pas toujours rapidement et le malade était parfois obligé de faire de grands efforts. Une fois même, le traitement se trouva quelque temps arrêté parce qu'un certain souvenir n'arrivait pas à ressurgir. Il s'agissait d'une hallucination qui terrifiait la malade. Elle avait vu son père qu'elle soignait avec une tête de mort. Ses proches et elle-même se souvenaient aussi de la visite qu'elle avait faite un jour à l'une de ses parentes, à une époque où elle paraissait encore bien portante. Elle avait ouvert la porte et aussitôt était tombée évanouie. Pour vaincre cet obstacle, elle retourna chez la même parente et cette fois encore se trouva mal en pénétrant dans la pièce. L'obstacle se trouva surmonté au cours de l'hypnose du soir lorsqu'elle était entrée dans cette pièce. Elle avait aperçu dans la glace posée en face de la porte un visage blême, non pas le sien mais celui de son père avec une tête de mort. Nous avons eu maintes occasions de constater que la peur d'un souvenir, et c'est le cas ici, gêne sa survenue et qu'en pareil cas, la patiente ou le médecin doivent à toute force en provoquer l'apparition. Le fait suivant montre de quelle puissance est démentie la logique interne de cet état. La patiente, nous l'avons déjà dit, se trouvait toujours la nuit dans sa condition seconde, donc en 1881. Il lui arriva une fois de se réveiller nuitamment en prétendant qu'on l'avait de nouveau éloignée de chez elle. Elle se montra très agitée et alarma toute la maison. Le motif en était bien simple. Le soir précédent, la talking cure avait fait disparaître son trouble visuel, même dans sa condition seconde. Aussi, quand elle se réveilla au milieu de la nuit, elle se vit dans une chambre inconnue, sa famille ayant changé de domicile depuis le printemps de 1881. Sur sa demande, j'empêchai chaque soir ces accès très désagréables, en fermant les yeux de la malade et en lui suggérant, se faisant d'attendre pour les ouvrir, que je vienne l'y aider le matin. Le vacarme ne se renouvela qu'une seule fois lorsque la patiente, ayant pleuré en rêve, avait ouvert les yeux en se réveillant. Comme cette difficile analyse des symptômes était consacrée à l'été de 1880, au cours duquel s'était préparée la maladie, j'arrivai à connaître parfaitement l'incubation et la pathogenèse de cette hystérie. J'en donnai ici un bref exposé. En juillet 1880, un abcès subpleural rendit son père gravement malade. Anna et sa mère se partagèrent les soins à donner. La jeune fille se réveilla une nuit dans un état de grande angoisse et d'attente anxieuse. Le malade était très fiévreux et l'on attendait que vienne l'arrivée du chirurgien qui devait procéder à l'opération. La mère s'était éloignée pour quelques moments et Anna, assise auprès de lui, avait le bras droit appuyé sur le dossier de sa chaise. Elle tomba dans un état de rêverie et aperçut comme sortant du mur un serpent noir qui s'avançait vers la maladie pour le mordre. Il est très vraisemblable que dans la prairie située derrière la maison se trouvaient réellement des reptiles qui avaient eu à d'autres occasions effrayé la jeune fille et qui maintenant formaient l'objet de l'hallucination. Elle voulut mettre en fuite l'animal, mais resta comme paralysée, le bras droit endormi, insensible et devenu parésique, pendant que sur le dossier de la chaise. En regardant ce bras, elle vit ses doigts se transformer en petits serpents, à tête de mort, les ongles. Sans doute avait-elle tenté de chasser les serpents à l'aide de sa main droite engourdie, d'où l'insensibilité et la paralysie de celle-ci, et ainsi associée à l'hallucination des serpents. Lorsque ceux-ci eurent disparu, dans sa terreur, elle voulut prier, mais les mots lui manquèrent. Elle ne put s'exprimer en aucune langue jusqu'au moment où elle trouva enfin un vers enfantin anglais, et qu'elle put, en cette langue, continuer à penser et à prier. Le sifflet de la locomotive qui amenait le médecin attendu vint chasser ces fantômes. Quand, un autre jour, elle voulut enlever du buisson
où il avait été lancé pendant un jeu un certain anneau, une branche tordue ramenait l'hallucination du serpent et de nouveau le bras droit se trouva raidi. Et le fait se renouvelait chaque fois qu'un objet pouvant plus ou moins rappeler un serpent provoquait l'hallucination. Mais celle-ci, comme la contracture ne survenait que pendant de courts moments d'absence, qui depuis cette nuit-là ne cessait de gagner en fréquence, la contracture ne devint permanente qu'en décembre, lorsque la patiente, totalement épuisée, ne put plus quitter son lit. Lors d'un incident que j'omis de noter et dont je ne me souviens plus, une contracture de la jambe droite vint s'ajouter à celle du bras. C'est ainsi que se trouva créée la tendance aux absences auto-hypnotiques. Au cours de la journée qui succéda à la nuit en question, son état d'absence pendant l'attente du chirurgien fut tel que lorsqu'enfin celui-ci pénétra dans la pièce, elle ne l'entendit pas entrer. Son sentiment d'angoisse l'empêchait de manger et aboutit à la longue à un dégoût intense. En dehors de cela, chacun des symptômes hystériques était apparu à l'occasion de quelque émotion. Nous ne savons pas très bien s'il y avait toujours en pareil cas absence momentanée totale, mais la chose paraît vraisemblable puisqu'à l'état de veille, la malade n'en savait plus rien. Néanmoins, certains symptômes provoqués par quelque émotion semblent être apparus, non pendant les états d'absence, mais bien à l'état de veille. C'est ainsi que les troubles de la vue purent être attribués à des motivations plus ou moins clairement déterminées. Donnons-en des exemples. La patiente, les larmes aux yeux, est assise auprès du lit de son père, qui lui demanda tout à coup l'heure qu'il est. Elle, voyant mal, fait des efforts, approche la montre de ses yeux, et alors les chiffres du cadran lui paraissent énormes. Macroscopie et strabisme convergents, ou bien elle s'efforce de refouler ses larmes alors que le malade ne s'en aperçoive pas, afin que le malade. Une querelle dans laquelle elle fut obligée de ne pas répondre provoqua un spasme de la glotte, lequel se répéta à chaque occasion analogue. La parole lui manquait, par angoisse, depuis sa première hallucination nocturne, depuis qu'elle avait étouffé une fois de plus une réflexion, inhibition active, depuis un jour où elle avait été injustement grondée. Dans toutes les circonstances analogues, offense, la toux avait fait son apparition le jour où, veillant au chevet du malade, les sons d'une musique de danse venue d'une maison voisine parvinrent à ses oreilles, et qu'un désir d'être là-bas éveilla en elle des remords. Dès lors, pendant sa maladie, elle réagit à toute musique bien rythmée par une toux nerveuse. Je ne regrette pas trop que le caractère incomplet de mes notes m'empêche de ramener tous les symptômes hystériques à leur motivation. La patiente les avait retrouvés à une exception près, comme nous l'avons dit, et chacun des symptômes disparaissait une fois que la première cause déclenchante avait été racontée. C'est de cette même façon que s'acheva toute l'hystérie. La malade elle-même était fermement décidée à ce que sa maladie fût liquidée le jour anniversaire de mon transfert à la campagne. C'est dans cette intention qu'elle déploya au début de juin une grande énergie à pratiquer sa talking cure. Le dernier jour, après avoir arrangé sa chambre comme l'avait été celle de son père, ce qui contribua à la solution, elle me fit le récit de l'angoissante hallucination que nous avons rapportée et qui avait déterminé toute la maladie, et à partir de laquelle elle n'avait plus été capable de penser ou de prier qu'en anglais. Immédiatement après ce récit, elle s'exprima en allemand et se trouva dès lors débarrassée des innombrables troubles qui l'avaient affectée auparavant. Elle partit ensuite en voyage, mais un temps assez long s'écoula encore avant qu'elle pût trouver un équilibre psychique total. Depuis, elle jouit d'une parfaite santé. Bien que j'ai supprimé beaucoup de détails très intéressants, l'observation d'Anao a pris plus d'extension que ne semble mériter une banale hystérie, mais il était impossible d'exposer le cas sans en donner les détails et les particularités qui me semblaient avoir une importance bien capable d'en faire excuser la longue description. De la même façon, si les œufs des échinodermes intéressent l'embryologiste, ce n'est pas parce que l'oursin est un animal particulièrement intéressant, mais parce que son protoplasme est transparent et que ce qu'on y trouve peut nous permettre d'en déduire ce qui peut se passer dans les œufs à plasma opaque. L'intérêt de ce cas me semble dépendre avant tout du fait que la pathogénésie en est très transparente et très aisément explicable. Deux particularités psychiques observables chez cette jeune fille, alors qu'elle était encore parfaitement bien portante, ont joué le rôle de facteurs prédisposant à l'hystérie. Dans cette monotone existence familiale, la jeune fille, privée d'un travail intellectuel approprié, voyait se décharger par des fantasmes continuels un excès inemployé d'activité et d'énergie psychique. Une rêverie diurne habituelle, le théâtre privé pouvait favoriser l'établissement d'une dissociation de la personnalité mentale. Toutefois, cette dernière ne sort pas encore des limites du normal. La rêverie, comme la méditation pendant un travail plus ou moins mécanique, n'entraîne pas nécessairement de dissociation pathologique du conscient,
étant donné que toute interruption, toute interpellation par exemple, en rétablissant l'unité normale, et qu'il n'en demeure probablement aucune amnésie. Toutefois, chez Anao, les rêveries préparèrent le terrain sur lequel s'établir, comme nous l'avons décrit, les affects d'angoisse et d'attente anxieuse, une fois que la rêvasserie habituelle se fut muée en absence hallucinatoire. On constate avec étonnement que dans les premières manifestations des débuts de la maladie, les caractéristiques principales de celle-ci, destinées à persister pendant presque 2 années, se trouvent déjà entièrement constituées. L'existence d'un second état conscient apparaît d'abord sous la forme d'une absence passagère, pour ensuite donner une double conscience. Les troubles du langage provoqués par l'affect d'angoisse avec décharge fortuite, due à une poésie enfantine anglaise, plus tard une paraphasie et un oubli de la langue maternelle remplacés par un anglais parfait. Enfin la paralysie par compression du bras droit qui se transforme ultérieurement en contracture parésique droite. Le mécanisme de formation de cette dernière affection correspond entièrement à la théorie de Charcot relative à l'hystérie traumatique, état hypnotique où se produit un léger traumatisme. Et tandis que la paralysie hystérique expérimentalement provoquée chez ces malades par Charcot se stabilisait aussitôt, et alors que chez les femmes ébranlées par un grave traumatisme de peur, une névrose traumatique se manifeste bientôt, le système nerveux de notre jeune fille opposait pendant 4 mois encore une résistance victorieuse à la maladie. La contracture, ainsi que les troubles qui s'y adjoignirent, peu à peu n'apparaissaient que pendant les absences momentanées de la condition seconde, et laissaient à la patiente, pendant l'état normal, la pleine disposition de son corps et de ses sens, de telle sorte que ni elle-même ni son entourage ne pouvaient s'apercevoir de quoi que ce soit. Leur attention d'ailleurs, toute centrée sur le père gravement malade, ne se portait sur rien d'autre. Toutefois, comme depuis l'auto-hypnose hallucinatoire initiale, les absences s'accompagnaient toujours plus fréquemment d'amnésie totale et de phénomènes hystériques. Les occasions de créer de nouveaux symptômes se multiplièrent et les anciens symptômes se consolidèrent alors par de fréquentes répétitions fréquentes. À cela s'ajouta le fait que le nouvel affect pénible, soudainement apparu, agissait à la façon d'une absence, à moins peut-être qu'il ne la provoquât. Toujours momentanément, certaines coïncidences fortuites créaient des associations pathologiques, des troubles sensoriels ou moteurs qui, dès lors, ressurgissaient en même temps que l'affect, mais tout cela de façon passagère, momentanée, avant même que la patiente se fût alitée. Une multitude de phénomènes hystériques s'était donc développée chez elle sans que qui que ce soit l'eût observé. Ce fut seulement quand la maladie, complètement épuisée par l'inanation, l'insomnie et une angoisse perpétuelle, se trouva à bout, quand la condition seconde l'emporta sur l'état normal, que les phénomènes hystériques se continuèrent dans ce dernier état et que les crises se transformèrent en symptômes permanents. Mais se demandera-t-on, dans quelle mesure peut-on se fier au dire de la malade? Le mode de formation des phénomènes, leur motivation, était-il vraiment ceux qu'elle indiquait? En ce qui concerne les processus les plus importants, ceux qui étaient fondamentaux, le rapport fait par la patiente me paraît d'une incontestable exactitude. Ce n'est pas sur la disparition chez elle des symptômes une fois qu'elle avait parlé que je m'appuie, car on pourrait l'expliquer par la suggestion, mais cette malade faisait toujours preuve de grande sincérité, et l'on pouvait se fier à elle. Les faits racontés se rattachaient à ce qu'il y avait pour elle de plus sacré. Tout ce qui put être contrôlé par des tiers s'avéra parfaitement exact. D'ailleurs, la plus douée des jeunes personnes ne parviendrait pas à édifier un système aussi cohérent que celui inclus dans l'histoire du développement de cette maladie. Il ne faut néanmoins pas éliminer de prime abord l'idée qu'elle ait pu, du fait justement de cette rigoureuse logique, introduire de très bonne foi une motivation inexistante de certains symptômes. Mais je tiens cette supposition elle-même pour inexacte. Ce sont justement l'insignifiance de tant d'incidents, le caractère irrationnel de tant de connexions qui témoignent en faveur de leur réalité. La malade n'arrivait pas à comprendre pourquoi la musique de danse la faisait tousser. La chose semblait vraiment trop dénuée de sens pour qu'on pût la croire volontairement inventée. Or, j'étais autorisé à penser que tout scrupule de conscience provoquait chez cette jeune fille un spasme de la glotte. Je crois donc, pour ma part, que l'impulsion motrice due à une envie de danser transforma chez elle ce spasme en une toux nerveuse. Je tiens ainsi les dires de la malade comme dignes de foi et conformes à la vérité. Peut-on alors assurer que chez d'autres hystériques, le développement de l'hystérie s'effectue de façon analogue?
que des phénomènes semblables se produisent même là où on ne se révèle aucune condition seconde, aussi nettement dissociée. Je dois indiquer que l'évolution de la maladie serait restée totalement ignorée du médecin comme de la malade elle-même, si cette dernière n'avait présenté la particularité de se souvenir, comme nous l'avons décrit pendant l'hypnose, et de raconter ensuite ce dont elle s'était souvenue. À l'état de veille, elle n'en savait plus rien. L'examen clinique des sujets à l'état de veille ne saurait jamais nous renseigner sur ce qui se passe chez d'autres personnes, puisqu'avec la meilleure volonté du monde, ils sont incapables de nous rien révéler. J'ai déjà indiqué que l'entourage pouvait mal se rendre compte de tous ces processus pour savoir comment les choses se passent chez les autres malades. Il faudrait employer un procédé capable de donner des résultats analogues à ceux qu'avait fourni chez Anao l'auto-hypnose. Il nous fut d'abord permis de supposer que des processus analogues pourraient bien être plus fréquents que ne le laissait prévoir notre ignorance du mécanisme pathogène.